Bonjour, je m'appelle Vincent Berthet, je suis maître de conférence à l'Université de Lorraine. Dans cette vidéo, je vais parler de l'utilisation des statistiques dans le sport, en l'illustrant dans le cas du basket avec un outil d'analyse qui s'appelle le plus-minus. Alors, le début des années 2000, on constate que l'analyse de données et les statistiques sont devenus un levier d'amélioration de la performance sportive, qu'il s'agisse d'une performance individuelle ou collective. C'est ce qu'on appelle les analytics. Et il y a tout un ensemble d'exemples qui illustrent cette tendance croissante. L'un de ces exemples, c'est l'organisation d'une conférence annuelle au MIT, à l'initiative de Daryl Morey, donc qui est bien connu des amateurs de basket, qui était le general manager des Houston Rockets et qui très récemment est passé au club des Philadelphia Sixers. Ces exemples montrent un intérêt croissant pour la question de l'utilisation des stats dans le sport. Alors, il y a un élément déclencheur qu'on peut clairement identifier de cette tendance qui s'appelle Moneyball. Alors, qu'est-ce que c'est Moneyball? C'est un livre à la base qui a été écrit par un auteur américain qui s'appelle Michael Lewis et qui a écrit d'autres best-sellers, en particulier The Big Short, sur l'histoire de la crise économique 2007-2008. Moneyball a été adapté au cinéma en 2011, The Big Short aussi d'ailleurs. Et dans ce livre, Michael Lewis s'est intéressé à un club de baseball de la Ligue majeure américaine. C'est le club des Oakland Athletics au début des années 2000. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Michael Lewis dans ce club de baseball? C'est le fait qu'il présentait une remarquable efficience financière. C'est-à-dire que, en dépit d'un faible budget, l'un des plus faibles de la ligue, je vais vous montrer juste après, ce club avait un très bon niveau de performance sportive. Donc voilà l'année de Moneyball, hein, l'année pendant laquelle Michael Lewis a suivi le club des Oakland Athletics, c'est 2002. Et pendant cette saison, ce club avait donc le troisième plus petit budget de la ligue. Voilà, on voit très loin derrière les plus gros budgets des clubs tels que les Yankees de New York ou encore les Red Sox de Boston. Alors, comment on mesure l'efficience financière d'un club? Dans la Ligue majeure de baseball, les saisons comportent 162 matchs, donc ce sont des longues saisons. Et la dépense salariale minimum d'un club, c'est tout simplement le salaire minimum des joueurs multiplié par le nombre de joueurs. Donc ça représentait 7 millions de dollars au début des années 2000. Alors ça augmente régulièrement au cours du temps. En 2013, c'était déjà le double. Et on considère que un club qui s'en tiendrait à la dépense salariale minimale gagnerait en moyenne 49 matchs sur les 162 que comporte une saison. Donc on considère que la ligne de base du nombre de victoires, c'est 49. C'est le nombre de matchs que remporterait un club qui s'en tiendrait à la dépense salariale minimum. Et la mesure de l'efficience financière, c'est le coût marginal d'une victoire. C'est-à-dire combien un club doit dépenser pour avoir une victoire supplémentaire à partir de 49. Voilà, et au début des années 2000,
le club des Oakland Athletics dépensait 500 000 dollars en moyenne pour chaque victoire marginale, alors que les clubs les plus riches dépensaient, eux, 3 millions de dollars pour chaque victoire marginale. Donc il y avait véritablement une efficience financière du côté des Oakland Athletics, et c'est ça qui a attiré l'attention de Michael Lewis, parce qu'il a cherché à comprendre d'où venait en fait cette efficience financière. Alors, entre parenthèses, pourquoi on observe de telles différences d'efficience financière entre les clubs? En fait, la mesure dans laquelle les clubs sont incités à être financièrement efficients dépend d'un facteur clé qui est la limite dans les dépenses des clubs. C'est-à-dire le plafond des dépenses qui sont autorisées par les ligues. Voilà, donc, notamment ce qu'on appelle le salary cap, c'est-à-dire le plafond dans les dépenses salariales. Ces mesures poursuivent une fin qui est très, très claire, c'est une finalité de fair play financier. Tout simplement, si les clubs n'étaient pas limités dans leurs dépenses financières, il suffirait de dépenser beaucoup d'argent pour acheter les meilleurs joueurs et de gagner tous les titres. Voilà, donc ces plafonds, ces restrictions sont là pour un objectif d'équité entre les clubs. Alors, ces restrictions sont variables entre les différentes ligues, entre les différents sports aux États-Unis. Dans certains sports, comme le baseball, le basket, la NBA ou encore le hockey, il y a des restrictions, mais il y a de nombreuses exceptions à ces restrictions. De telle sorte que, globalement, les dépenses des clubs en matière salariale sont relativement peu restreintes, relativement peu contraintes. En revanche, dans d'autres sports, comme le football américain et la NFL, là, les restrictions sont strictes. Dans ce cadre, dans ce contexte, plus les dépenses des clubs sont contraintes, sont limitées, plus les clubs sont incités à être financièrement efficients. Dans l'autre cas, où ces restrictions sont faibles, l'argent achète les victoires. Il suffit, comme les clubs ne sont pas contraints dans leurs dépenses salariales, il suffit d'acheter les meilleurs joueurs, et une fois que vous avez les meilleurs joueurs, vous gagnez des matchs et vous gagnez les titres. Alors ce qui est étonnant, c'est que le phénomène Moneyball a été mis en évidence dans le baseball, un sport, une ligue dans laquelle les restrictions financières sont relativement faibles. Et donc, c'est pas dans ce sport-là, en fait, qu'on aurait dû observer le phénomène Moneyball, mais plutôt dans des sports comme le football américain. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien dans le baseball que ce phénomène a été observé. Et Michael Lewis, qui a suivi pendant toute la saison le club des Oakland Athletics, a cherché à comprendre d'où venait cette efficience financière remarquable. Il a trouvé l'explication. Ce club, par son manager, qui est Billy Beane, ici à droite, parvenait à recruter des joueurs sous-évalués sur le marché. Sur le marché des joueurs, il identifiait des joueurs dont la valeur sur le marché était inférieure à leur valeur réelle. Et comment il parvenait à identifier des joueurs sous-évalués? C'est parce qu'il se fondait davantage sur une évaluation statistique de ces joueurs plutôt que sur le scouting. En sport, le scouting, ce sont des professionnels qui ont pour objectif, pour tâche, d'identifier des talents. Voilà, donc ils vont voir les matchs, ils sont en contact avec les agents pour sur la base de leur expertise, identifier des talents. Mais l'inconvénient, c'est que en matière
d'évaluation humaine, subjective, il y a tout un ensemble de biais. Par exemple, les scouts sont très influencés par, peuvent être très influencés par l'allure physique d'un joueur. Mais est-ce que l'allure physique d'un joueur est réellement est un bon indicateur de sa valeur intrinsèque sportive? Les statistiques, elles, par définition, ne présentent pas ce genre de biais. Et c'est ce que Billy Beane avait compris, et il s'était appuyé pour cela sur les travaux d'un amateur de baseball qui s'appelle Bill James, et qui avait, dans ses travaux, en sabermétrie, mis en exergue les mérites de cette approche statistique scientifique du baseball. Alors, Moneyball et son succès ont étendu l'usage des statistiques bien au-delà du baseball. Et c'est notamment la NBA qui a embrassé cette tendance des analytics. Et comme je le soulignais au début de la vidéo, c'est notamment le general manager des Houston Rockets à l'époque, Daryl Morey, qui a mis en œuvre cette approche des analytics dans la NBA. En France, les analytics restent relativement peu utilisés dans le sport, mais on constate une évolution. Par exemple, il y a un groupe de recherche qui s'appelle Sport et Activité Physique qui a été créé, donc qui traite de cette question. Et puis il y a le projet Science 2024 qui est piloté par l'école polytechnique dans la perspective de Paris 2024, et qui consiste à créer des synergies entre le milieu de la recherche et le milieu du sport, notamment sur la question des données et des statistiques. Alors, une question centrale dans l'approche statistique du sport, c'est la question de savoir si on peut faire des inférences causales en sport. C'est vraiment une question clé. Je vais l'illustrer au travers d'un exemple simple. Au baseball, dans un match, les batteurs passent dans un certain ordre qui est planifié à l'avance par le coach. C'est un facteur clé dans la performance d'une équipe. Et se pose la question de savoir quel est l'ordre des joueurs à la batte le plus efficace. Par exemple, voilà, chez les Yankees, il y a deux joueurs qui s'appellent Maris et Mantle, et le coach est amené à se poser ce genre de questions. Quel ordre serait le plus efficace? Est-ce que ce serait d'abord Maris et après Mantle, ou d'abord Mantle et après Maris? Pour déterminer quel ordre serait le plus efficace, en principe, dans l'absolu, il faudrait réaliser ce qu'on appelle une expérimentation aux sciences scientifiques. C'est-à-dire qu'on aurait deux conditions. Dans l'une, Maris en premier, Mantle ensuite, et dans l'autre condition, Mantle et Maris. Dans un livre qui a été publié après Moneyball, les auteurs ont défendu une thèse qui remet en question la possibilité d'une approche scientifique du sport, donc qui remet en question la tendance Moneyball. Voilà un extrait de ce livre, un extrait clé, où les auteurs nous disent les expérimentations fournissent l'information la plus utile quand la méthode scientifique est utilisée, c'est-à-dire que tous les facteurs sont maintenus constants, sauf un. Donc ici, en l'occurrence, ce serait l'ordre des batteurs, dans quel ordre passent les batteurs. Le baseball ne permet pas de telles expériences contrôlées. Donc, voilà ce qu'ils disent, changer l'ordre entre Maris et Mantle, ce changement serait accompagné d'un tas d'autres changements, de telle sorte qu'on ne pourrait pas conclure, si on observe une différence, à quel facteur précis est due cette différence. Voilà. En résumé, le sport, le baseball, ne permettent pas de faire ce genre d'expérimentation, et donc on ne pourra pas faire d'inférence causale
en sport. Ce que je voudrais illustrer ici, c'est que ces auteurs se trompent. Il y a des cas où les circonstances vont faire qu'on aura une expérimentation, et ce qu'on appelle une expérimentation naturelle. C'est-à-dire que c'est une expérimentation qui n'est pas provoquée, parce qu'effectivement, on ne peut pas provoquer ce genre d'expérience, comme on peut le faire dans les autres domaines de la science, la médecine, etc. Mais parfois, on a ce qu'on appelle des expériences naturelles, qui sont des cas où les circonstances provoquent naturellement une situation expérimentale, c'est-à-dire des conditions qui sont comparables, toutes choses égales par ailleurs. Et dans ces cas, on peut précisément faire une inférence causale parce que les conditions sont comparables, toutes choses égales par ailleurs. Alors, la notion d'expérience naturelle, on la retrouve par exemple en économie politique, lorsque on cherche à étudier les effets des institutions sur la croissance. Alors, dans un pays, la croissance, elle est influencée par un ensemble de facteurs, et l'un d'entre eux, c'est quelles sont les institutions de ce pays. Quel est le régime politique, par exemple, de ce pays? Si on voulait voir l'effet des institutions sur la croissance, en comparant des pays différents, bien, en fait, on ne pourrait pas véritablement conclure, parce que quand on compare des pays différents, ben, ces pays diffèrent sur tout un tas d'autres choses que leurs institutions. Ils diffèrent sur leur histoire, sur leur culture, sur leur population. De telle sorte que si on constate des différences en matière de croissance, cette différence ne serait pas nécessairement imputable à des différences en termes d'institutions. Par contre, il y a quelques cas où on aura une expérience naturelle, c'est-à-dire que les circonstances, l'histoire ont fait que on a une comparaison qui est toute chose égale par ailleurs. Un exemple célèbre, c'est le cas de la Corée et la comparaison Corée du Sud, Corée du Nord. À l'issue de la guerre de Corée, la Corée s'est divisée en deux blocs, en deux pays, de telle sorte que si on compare Corée du Nord et Corée du Sud, à la suite de la guerre de Corée, cette comparaison est assez valide. Pourquoi ? Parce que c'est la même histoire jusqu'à un certain point, c'est la même population, la même culture. Donc on a bien, dans ce genre de cas, une comparaison, toutes choses égales par ailleurs, et on parle dans ce cas d'expérience naturelle parce que cette situation expérimentale n'est le fait de personne, bien entendu, mais c'est le produit des circonstances. Et ce que je vais montrer ici, c'est que dans le cas du basket, on peut retrouver ce genre d'expérience naturelle. Alors, la question en matière d'utilisation des stats dans le sport que je vais aborder ici, c'est une question qui est centrale dans les analytics, c'est comment évaluer la valeur d'un joueur, la valeur sportive intrinsèque d'un joueur. Et en particulier dans les sports collectifs. Évidemment, dans les sports individuels, il est relativement... évaluer la valeur du sportif ne pose pas de problème particulier. Mais dans les sports collectifs, c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs joueurs dans une équipe, il y a une performance de l'équipe. Isoler la contribution d'un joueur dans cette performance, c'est pas évident. Voilà, il faut isoler la contribution d'un joueur à la performance collective. Alors, on a des statistiques individuelles classiques, donc ce qu'on appelle la box score. Alors, en basket, c'est typiquement le nombre de points marqués, le nombre de rebonds, le nombre de passes, etc. Mais ces statistiques individuelles, au fond, ne reflètent pas vraiment la valeur réelle d'un joueur. Il y a une approche
qu'on appelle le plus-minus, qui permet d'évaluer la valeur d'un joueur en se fondant sur cette idée que, au fond, la valeur d'un joueur, c'est l'impact que celui-ci a sur la performance de son équipe. Et cette approche consiste à comparer la performance de l'équipe du joueur en question lorsque celui-ci est sur le terrain et la performance de son équipe lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Et au fond, c'est une approche assez intuitive. C'est l'idée de dire, si un joueur a réellement un impact sur la performance de son équipe, celle-ci devrait mieux performer lorsqu'il est sur le terrain que lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Et quand on fait cette comparaison, là, on capture vraiment la valeur intrinsèque du joueur, son impact réel. Donc voilà, dans le cas du basket, ici, on a le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés par l'équipe. On contrôle par le nombre de possessions. Là, on a le cas où le joueur en question est sur le terrain et le cas où il n'est pas sur le terrain. Le plus-minus net, ici, consiste à comparer la performance de l'équipe lorsque le joueur est sur le terrain et la performance de son équipe lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Donc ça consiste à faire une différence simple. On fait d'un côté la différence entre le nombre de points marqués par son équipe et le nombre de points encaissés lorsqu'il est sur le terrain, et la différence entre le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés lorsque le joueur n'est pas sur le terrain. On voit ici que, dans cet exemple, que lorsque le joueur est sur le terrain, l'équipe marque plus de points qu'elle n'en encaisse. Et inversement, lorsqu'il n'est pas sur le terrain, l'équipe encaisse plus de points qu'elle n'en marque, ce qui suggère que ce joueur a un impact positif sur la performance de son équipe, et donc ça se traduit par un nombre positif ici quand on fait cette différence. Le plus-minus capture, en principe, théoriquement, mieux la valeur globale d'un joueur que les statistiques classiques de l'ABSCORE, donc à nouveau le nombre de points marqués, le nombre de passes, etc. Michael Lewis, donc l'auteur de Moneyball, a fait passer cette idée et donc a vanté les mérites du plus-minus dans un article qu'il a publié dans le New York Times en 2009, qui s'appelle The No Stat All-Star. Donc il illustre cette idée en prenant le cas d'un joueur qui s'appelle Shane Battier, qui est aussi bien connu des amateurs de basket, qui jouait aux Houston Rockets à l'époque, donc le club de Daryl Morey. Et Shane Battier était le prototype du joueur qui avait pas de stats, c'est-à-dire qu'au regard des stats classiques, les points marqués, les rebonds, etc., rien d'extraordinaire. En revanche, il y avait quelque chose de particulier avec lui, c'est que son équipe faisait mieux lorsqu'il était sur le terrain que lorsqu'il n'était pas sur le terrain. Donc Shane Battier a été la figure du plus-minus, un joueur qui a peu de stats, mais qui en réalité a le niveau d'un All-Star, si on considère le plus-minus. Alors, plusieurs variantes du plus-minus ont été proposées, puisque cette stat a attiré l'attention, évidemment, des coachs et des managers dans le domaine du basket. Il y a une variante qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle le plus-minus ajusté. Donc, on obtient en appliquant une méthode que je ne vais pas expliquer ici, qui est une méthode statistique de régression. Et donc, plusieurs classements des joueurs sont régulièrement diffusés, et ces classements sont faits au regard du plus-minus. Donc non pas au regard des statistiques classiques, nombre de points marqués, etc., mais au regard du plus-minus. Alors ce plus-minus ajusté, il est censé capturer la valeur globale intrinsèque d'un joueur. Et donc, cette information est utile pour les décisions managériales.
typiquement pour identifier des joueurs sous-évalués, ce que faisait Billy Beane avec son club de baseball et dans le cas de Moneyball. Si on voit des joueurs qui ont un plus-minus ajusté élevé, mais qui sur le marché des joueurs ne coûtent pas très cher, bah là il y a une vraie opportunité pour le management des clubs. Donc c'est une stat qui est en principe davantage utile pour les décisions managériales que pour le coaching proprement dit. La version du plus-minus que je vais présenter ici, qui est une version que j'ai développée, se propose davantage comme un outil d'analyse pour le coaching. C'est une analyse qui procède en 2 temps. Dans un premier temps, une analyse quantitative et dans un second temps, une analyse qualitative. Alors, la première étape consiste à identifier des comparaisons. Alors, en quoi ça consiste ? Pour chaque saison NBA, on a un fichier de données donc, qui est publié, qui indique les segments de jeu de chaque match. À quoi correspond un segment de jeu ? C'est une portion du match, donc qui va durer par exemple 10 secondes, 2 minutes, 2 minutes 30. Et un nouveau segment est créé à chaque changement. Donc dans un match de basket, chaque équipe procède à de nombreux changements. Voilà, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a un changement, ça marque la fin d'un segment de jeu et ça marque le début d'un nouveau segment de jeu. Et donc pour vous donner une idée, il y a environ 30 segments de jeu par match. L'idée, c'est d'identifier des couples de segments de jeu qui diffèrent seulement relativement à 2 joueurs d'une même équipe, toutes choses égales par ailleurs. Et donc c'est là où on retrouve la notion d'expérience naturelle que j'expliquais tout à l'heure. Et en analysant les fichiers de données publiés par la NBA, on peut se rendre compte qu'en analysant les segments de jeu, eh bien, on peut trouver des couples de segments de jeu qui ne diffèrent au regard de 2 joueurs d'une même équipe. Toutes choses égales par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire même coéquipier et même joueur dans l'équipe en face. Et ça, c'est une expérience naturelle. C'est le même principe que lorsqu'on compare Corée du Nord, Corée du Sud. On a 2 situations, 2 conditions qui sont comparables, toutes choses égales par ailleurs. Donc on voit ici, dans ce segment de jeu, avec une équipe A et une équipe B, dans l'équipe A, on avait ces 5 joueurs et celui-ci en particulier. Et dans un autre segment de jeu, eh bien, ce sont les mêmes coéquipiers, les mêmes joueurs dans l'équipe en face, mais ce n'est pas le même joueur ici. Voilà, donc, quand on compare ces 2 segments de jeu, eh bien, on peut isoler l'effet de cette différence. Toutes choses égales par ailleurs. Donc, on regarde l'effet sur le différentiel de points, donc c'est-à-dire la différence entre le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés, ajusté pour le nombre de possessions. Voilà, donc cette variante du plus-minus, c'est ce que j'appelle un plus-minus quasi expérimental. Ça renvoie à la notion d'expérience naturelle, parce que ce n'est pas une vraie expérimentation au sens où elle n'est pas provoquée, c'est une expérimentation qui est constatée. Donc on parle de situation quasi expérimentale. J'ai mis au point un algorithme qui prend l'identifiant d'un joueur comme input. Dans les bases de données, chaque joueur a un identifiant, donc c'est un nombre. L'algorithme scanne le fichier de données, donc qui comporte tous les segments de jeu de tous les matchs. Et l'algorithme délivre comme output toutes les comparaisons, toutes choses égales par ailleurs, pour ce joueur. Voilà, donc toutes ces comparaisons, toutes choses égales par ailleurs. Voilà, donc tout le matériel est disponible ici, donc il y a le GitHub et puis il y a le script R, donc l'algorithme est codé en R, et donc il est disponible sur cette page. Alors voilà un exemple. Pendant la saison NBA 2007-2008, Shane Battier, donc, qui est le joueur que je mentionnais précédemment, peut être comparé
à nouveau toutes choses égales par ailleurs, à ces 4 joueurs. Bonzi Wells, Le Terret, Tracy McGrady, etc. Et on a ici, donc ça c'est l'identifiant de ces joueurs-là, et on a ici le nombre de comparaisons disponibles. Concrètement, ça veut dire que sur cette saison 2007-2008, on a 23 comparaisons possibles entre 2 segments de jeu, avec Shane Battier d'un côté et Bonzi Wells de l'autre. C'est-à-dire que voilà, on compare des segments de jeu où ici il y aura Shane Battier et ici il y aura Bonzi Wells, toutes choses égales par ailleurs, et on a 23 comparaisons de ce type. Voilà, ce qui permet d'isoler à nouveau l'effet de Shane Battier sur le terrain ou c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, ce qui est important, donc là, j'ai mis c'est le nombre de comparaisons brutes, parce que il faut nettoyer les données, parce qu'en réalité, toutes ces comparaisons ne sont pas exploitables. Par exemple, il faut retirer les segments de jeu qui sont trop courts, qui sont inférieurs à 20 secondes, par exemple. Parce que ces segments de jeu, en fait, sont ce qu'on appelle, par exemple, en fin de match, il va y avoir un changement qui va être fait, et si par exemple la différence de points entre les 2 équipes est importante, voilà, en fait, ces segments de jeu n'ont pas vraiment d'intérêt à être analysés. Autre critère de nettoyage, il faut que la différence de temps entre les 2 segments de jeu soit inférieure à une certaine durée. Parce que si vous comparez un segment de jeu qui dure 5 secondes et un segment de jeu qui dure 2 minutes 30, bon, évidemment, c'est pas très comparable. Donc il y a un ensemble de cut-off qu'on applique pour retirer, ne garder que les comparaisons valides. Donc là, vous voyez, on réduit assez substantiellement le nombre de comparaisons qui sont réellement exploitables. Alors, quand vous voyez ça, les professionnels, les praticiens du basket pourront dire « Ah oui, mais bon, ça laisse peu de comparaisons. Au final, bon, ok, je peux comparer Shane Battier à Bonzi Wells, toutes choses égales par ailleurs, 7 fois, mais c'est pas beaucoup. » Cette remarque m'a été faite par un entraîneur de basket français, bien connu, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est un entraîneur de premier plan, qui a entraîné des clubs de Pro A et de Pro B, qui m'a dit « Oui, mais voilà, ça laisse peu de comparaisons. » Je suis tout à fait d'accord que, dans l'absolu, bien sûr, on aimerait avoir 100 comparaisons valides. On n'en a pas beaucoup. Moi, mon approche, c'est de dire, certes, ça laisse pas beaucoup de comparaisons, mais 7 comparaisons, c'est mieux que rien. Et quand une information est disponible, bah, autant la regarder. Donc moi, mon approche, elle est pragmatique. C'est-à-dire quand on a une information, bah, il faut la regarder, il faut voir si on peut en tirer quelque chose, plutôt que ne pas du tout regarder ce qu'on a. Alors, par exemple, donc voilà, dans le cas de Shane Battier, si on prend les 7 comparaisons valides avec Bonzi Wells, bien sûr, ces 7 comparaisons, le plus-minus moyen de Shane Battier, c'est 0,39, et celui de Bonzi Wells, c'est moins 0,25. Donc, c'est le différentiel de points, le différentiel entre le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés, ajusté pour le nombre de possessions. Donc, quand c'est positif, ça veut dire que le joueur a un impact positif sur la performance de son équipe. Donc très concrètement, ça veut dire que dans la comparaison comment performe l'équipe quand Shane Battier est sur le terrain versus quand Bonzi Wells est sur le terrain, et la conclusion causale, c'est que l'équipe performe mieux quand Shane Battier est sur le terrain. Alors la deuxième étape, c'est d'analyser les comparaisons. Il y a 2 niveaux d'analyse possibles quand on va vraiment regarder de près ces comparaisons. Le premier, c'est d'agréger toutes les comparaisons. Ça consisterait, voilà, pour Shane Battier, on a toutes ces comparaisons valides possibles, qui impliquent 4 autres joueurs.
On pourrait tout simplement faire calculer le plus-minus moyen de Shen-Battier en agrégeant toutes ces comparaisons. Donc là, par exemple, il y en aurait 16. C'est tout à fait pertinent et possible de faire ça, mais à mon sens, le niveau d'analyse le plus pertinent, c'est quand on considère les comparaisons pour un joueur comparé. C'est-à-dire quand on regarde les comparaisons entre Shen-Battier et ici Bonzi-Wells. Donc si effectivement on prend ce cas, on cherche à répondre à la question pourquoi l'équipe fait mieux quand A est sur le terrain plutôt que quand B est sur le terrain, ou inversement. Donc dans cette étape 2 d'analyse des comparaisons, c'est une étape dans laquelle on va procéder à une analyse qualitative de cette différence entre comment performe l'équipe quand A est sur le terrain et comment performe l'équipe quand B est sur le terrain. Ça consiste à analyser chacune des comparaisons. Et là, on va aller on va aller regarder en termes d'action de jeu la différence entre ces deux conditions. Il y a 3 possibilités pour cette analyse qualitative. Il y a les données ce qu'on appelle le play-by-play, que je vais montrer juste après. Les données du système, les données produites par le système SportsView, et puis la vidéo. Je vais illustrer ces 3 possibilités. La première, c'est analyser les données du fichier play-by-play. Donc c'est un fichier qui est aussi communiqué par la NBA. Et le play-by-play, comme le nom l'indique, c'est toutes les actions de jeu dans un match. Donc ça comprend, voilà, pour un match, on a déjà beaucoup de données. Voilà, donc là, dans un match qui, le 30 octobre 2007, a opposé les Houston à Los Angeles, Lakers, on a toutes les actions de jeu. Donc voilà, à cet instant du match, voilà, 47-41, Brown a pris un rebond donc, pour les Los Angeles Lakers. À ce moment-là du jeu, Kobe Bryant a pris un jump shot, il a raté, etc. Donc, ici, dans le cas, je reprends l'exemple où je compare Shen-Battier à Bonzi-Wells, toutes choses égales par ailleurs, je compare ici ces 2 segments de jeu. Un segment de jeu ici qui allait de 3,32 à 5,45 et puis ici le segment de jeu de 5,45 à 8,10. Donc en fait voilà, on voit qu'il y a eu un changement. Bonzi-Wells a remplacé Shen-Battier, toutes choses égales par ailleurs, même coéquipier, même joueur en face. On voit que dans le segment de jeu où Shen-Battier était sur le terrain, son équipe a marqué 4 points et en a encaissé 2. Quand Bonzi-Wells était sur le terrain, l'équipe a marqué 2 points et en a encaissé 4. Donc l'équipe a mieux fait quand Battier était sur le terrain, comparé à Wells. Si on cherche à comprendre d'où vient cette différence, pourquoi l'équipe fait mieux quand Battier est sur le terrain, on peut voir par exemple que quand Battier est sur le terrain, dans ce segment de jeu, l'équipe en face a perdu 3 ballons, a loupé 3 tirs et a perdu 2 ballons. En revanche, quand Bonzi-Wells était sur le terrain, l'équipe en face a raté 1 tir et n'a pas perdu de ballon. Voilà, et donc en fait on voit, et effectivement Battier était connu pour ça, c'est le No-Stat All-Star, c'est un très bon défenseur, donc il provoque des tirs ratés et il provoque des pertes de balles. Et ça, ça explique pourquoi. Évidemment, quand il y a une perte de balle d'un côté, ça veut dire qu'il y a une possession de l'autre côté, et donc ça ouvre la possibilité à marquer des points. Voilà, quand on voit ça, quand on fait cette analyse qualitative, on peut voir d'où vient la différence entre les 2 joueurs. Une deuxième possibilité d'analyse entre segments de jeu, c'est utiliser les données fournies par le système SportsView Data. Alors, en NBA, il y a un système de 6 caméras qui suit la position en temps réel des joueurs et du ballon, avec une très bonne résolution de 25 Hz. Voilà ce dispositif. Donc ici, voilà, on voit les caméras qui sont placées donc au-dessus
du terrain. Il y a deux chercheurs, bon, il y en a probablement plus, mais en tout cas ces deux-là l'ont fait. Ils ont proposé donc c'est du code en R qui permet de visualiser les données du système SportVue. Donc voilà, les données, on a des données, hein, certaines sont publiques, et donc on peut y appliquer des algorithmes. Quand on fait ça, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est la reconstruction, la visualisation des données SportVue, qui, comme ces données suivent en temps réel la position des joueurs et du ballon, voilà, ben on peut reproduire a posteriori tous ces mouvements. Voilà, et donc l'idée, c'est à nouveau, je compare des segments de jeu, toutes choses égales par ailleurs. Alors là, évidemment, j'ai mis la même visualisation, mais en principe, ce serait différent. Mais donc, on peut voir, c'est dans la même idée de regarder qualitativement, chercher les raisons de pourquoi l'équipe fait mieux quand Battier est sur le terrain versus quand Bondy Wells est sur le terrain. Et en regardant ici ces mouvements, en plus des actions de jeu, eh bien, on peut comprendre d'où vient la différence et quelle est la plus-value de Shane Battier. Et puis la dernière possibilité, bah, c'est si on pousse la logique jusqu'au bout, c'est tout simplement d'aller regarder la vidéo. Voilà, on sélectionne dans les vidéos du match en question les segments de jeu qu'on compare, et là on regarde effectivement concrètement. Est-ce que Shane Battier a bien provoqué des tirs ratés et des pertes de balles? Voilà. Et pourquoi Bondy Wells, quand lui est sur le terrain, pourquoi ces pertes de balles et ces tirs ratés ne sont pas provoqués? Voilà. Et on peut voir voilà, comment Battier fait pour provoquer des tirs ratés, des pertes de balles, etc. Voilà, donc en résumé, on a bien deux étapes. La première, c'est je cherche toutes les comparaisons valides, toutes choses égales par ailleurs. Et dans un second temps, si j'observe des différences, j'analyse qualitativement les segments de jeu pour voir d'où proviennent ces différences. En conclusion, l'algorithme du plus-minus quasi expérimental que j'ai développé donc, prend comme input l'identifiant d'un joueur, scanne le fichier de données qui comporte les segments de jeu, fournit comme sortie toutes les comparaisons, toutes choses égales par ailleurs pour ce joueur, et puis peut connecter ces comparaisons au play-by-play ou à la vidéo. Voilà, et si on prend du recul sur ce genre de travaux, ben, il montre qu'une approche scientifique du sport est possible. En l'occurrence, on peut isoler des expériences naturelles. Et ce travail, évidemment, c'est une illustration parmi beaucoup d'autres, mais en tout cas, il montre que l'utilisation des statistiques dans le sport et plus largement une approche scientifique du sport sont tout à fait possibles et pertinentes.